Et salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la rencontre entre Metz et Dijon pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 Uber Eats, le FC Metz qui malheureusement n'a pas gagné son match contre Dijon, un petit nul, un partout, fin de match assez compliqué pour les hommes de Frédéric Antonetti, on va en parler en détail, mais c'est vrai que depuis l'invincibilité observée du FC Metz, c'est-à-dire le match contre Reims, ce match nul contre Dijon constitue le 7e match d'affilée sans défaite pour le FC Metz, mais c'est peut-être la performance la moins aboutie des Messins, et donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce match pour le FC Metz, qui a vu notamment un premier but de Monsieur Yad, il faut le signaler, mais il a vu aussi quelques ratés, notamment un penalty d'Opaenguet. On va en parler en détail dans le débrief que je vous réserve. Avant de commencer, bien sûr, 3 petites choses. Tout d'abord, n'oubliez pas qu'il y a les commentaires, bien sûr, si vous voulez un peu apporter votre opinion sur ce qui s'est passé durant le match, votre analyse. N'hésitez pas, bien sûr, il y a beaucoup de points que l'on peut aborder sur cette rencontre du FC Metz. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, vous pouvez soutenir cette chaîne. Vous avez le bouton s'abonner en dessous de la vidéo et je vous remercie d'avance, bien sûr, pour tout votre soutien. Dernière chose, comme d'habitude, tout ce débrief est coupé en plusieurs parties. Vous allez dans la description, vous avez toutes les parties en fait de ce débrief en détail. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller directement à une étape qui vous intéresse. On commence, si vous voulez bien, par tout d'abord rappeler l'état de forme des deux équipes, parce que les deux équipes n'étaient pas vraiment dans les mêmes, je dirais, dispositions en avant-match. Commençons tout d'abord par l'adversaire, à savoir cette équipe de Dijon. Parce que Dijon, on va dire que sur le papier, représentait un adversaire qui était largement à la portée du FC Metz, surtout quand vous vous dites que cette équipe de Dijon n'a tout simplement pas gagné un seul match de la saison. Ils ont un bilan qui est en tout de 3 matchs nuls et de 6 défaites avant le match contre le FC Metz. Le dernier match contre Lorient notamment avait été assez encourageant pour eux parce que déjà ils n'avaient pas pris de but. Ce qui était un peu une première cette saison pour eux. Ils avaient constamment pris un but depuis le début de saison et ça a été un nul justement où ils ont pu un peu capitaliser sur ce résultat-là pour se dire écoutez, on va aller du côté de Metz, on va essayer pourquoi pas d'accrocher quelque chose et donc forcément ils étaient un peu plus en confiance par rapport au match précédent en fait, notamment contre des concurrents directs. Il y a la défaite contre Brest, la défaite contre Strasbourg, qui ont un peu pesé, je dirais, surtout quand vous affrontez un concurrent direct. Et malheureusement pour eux, on va dire, c'est que tout ce capital emmagasiné, notamment à la suite de ce match nul contre Lorient, a été un peu, je dirais, mise à mal parce qu'il y a eu notamment le départ de Stéphane Jobard, qui était l'entraîneur de Dijon au moment où la saison a commencé et qui malheureusement pour lui a été tout simplement viré de Dijon, lui ainsi que beaucoup de personnes, notamment de la cellule de recrutement et aussi le directeur sportif, Peggy Louindoula. Donc il y a un grand chamboulement qui est apparu juste après justement ce match nul contre Lorient. Et donc on sentait un peu cette équipe de Dijon qui était, je dirais, en fait, on ne savait pas trop comment elle allait se comporter. Est-ce que tout ce remue-ménage, ces départs, l'espoir par ce match contre Lorient, est-ce que ça allait, tout cet élément-là allait déclencher quelque chose de positif, ou alors est-ce que ça allait déclencher quelque chose de négatif? Et c'est vrai que beaucoup de personnes étaient assez, je dirais, pas optimistes, mais en fait, beaucoup de personnes se disaient que Dijon allait arriver à Metz un peu la tête en bouillie vis-à-vis de tout ce qui se passe. Moi, j'étais un peu plus réservé, je me suis dit, on peut pas prévoir ce qui va se passer. Ça peut être effectivement un adversaire dont la tête est absolument détruite par ce qui vient de se passer la semaine juste avant le match, ou alors au contraire une équipe à nouveau soudée qui, avec certains départs, prennent conscience que l'heure est grave. Et donc forcément, même si l'adversaire de l'après-midi pour le FC Metz, à savoir Dijon, 20e et seulement 3 points au classement, semblait être une proie très très abordable pour le FC Metz, il fallait se méfier quand même. Parce que le FC Metz, lui, dans une situation énormément différente. Tout d'abord, comme on l'a dit, 6e match d'invincibilité avant cette rencontre contre Dijon. Et effectivement, Metz qui sortait d'un match très très, je dirais, heureux face à Nîmes, puisque le FC Metz a réussi à
malgré une exclusion à la mi-temps de ce match, a réussi à gagner 1-0 face à Nîmes et donc a pu continuer cette série d'invincibilité. Et donc tout je dirais ce capital positif, Metz voulait encore continuer à miser là-dessus en espérant enchaîner à domicile contre Dijon. Et donc Metz, qui était entré dans le top 10 encore une fois avec une 7ème place et son 14e point remporté après Dijon, voulait arriver à 17, ce qui était plus que normal comme ambition en avant-match, vu que c'était Dijon en face qui était dernier du classement, et que voilà, d'autres concurrents directs comme Brest ou Strasbourg avaient gagné contre Dijon, donc l'ambition de gagner était évidemment présente du côté du FC Metz. Si on passe maintenant à l'analyse des 11 des deux équipes, et notamment de leur tactique. Alors, Dijon, intéressant parce que j'ai vu beaucoup de personnes, et moi-même, lors notamment d'échanges sur les réseaux sociaux, on se demandait comment Dijon va-t-il venir du côté de Metz. Parce que, si vous vous souvenez bien, une autre équipe qui était en difficulté à ce moment-là de la saison, c'était Lorient. Lorient était venu à Metz avec un système à 5 défenseurs. Et c'est vrai que quand on sait que c'était Dijon en face, on se disait, bon, Dijon voit bien que Metz est une équipe pas facile à prendre, peut-être qu'ils vont faire pareil, jouer avec un système à 5 défenseurs. Comme je l'ai dit juste avant sur l'état de forme de Dijon, Dijon réussit quand même à obtenir un clean sheet contre Lorient, premier clean sheet de la saison pour eux, avec un système en 4-2-3-1. Et donc, l'idée c'était de se dire, ok, il y a peut-être des absences du côté de Dijon, notamment l'un de leurs défenseurs centrales, mais est-ce qu'ils vont quand même tenter de poursuivre cette idée de 4-2-3-1 ou pas Et il semble, alors encore une fois, je sais que les positionnements moyens des deux équipes sont assez... ça bouge beaucoup durant un match, mais il semble qu'effectivement ils soient restés un peu sur cette même idée de 4-2-3-1 sur ce match contre Metz, et donc un peu surprenant effectivement quand on ne suit pas la chose de voir Dijon ne pas jouer avec 5 défenseurs. Et donc, vous avez compris, donc voilà, 3 centraux et 2 latéraux défensifs. Ils ont joué avec 4 défenseurs. Donc, ils ont regardé en face le FC Metz. Le FC Metz, là par contre, alors, Metz, on va en parler après dans les enseignements collectifs, a décidé d'innover. C'est-à-dire que il y a, comme vous savez, pas mal de joueurs qui étaient absents du côté du FC Metz. Pajot qui est blessé, Victorien Angban qui lui est suspendu. À noter aussi la suspension de Mathieu Hudel qui voyait notamment l'entrée sur le terrain de Thomas Delaine en tant que latéral gauche. Et donc Metz qui décide d'avoir une composition très offensive sur ce match. Très offensive, c'est-à-dire que on assume l'idée d'avoir 2 milieux de terrain qui sont censés être en retrait par rapport aux actions offensives et d'avoir 4 éléments offensifs qui ont vraiment comme objectif de marquer durant ce match et on peut dire de marquer offensivement cette rencontre en essayant de faire mal à Dijon. Les éléments offensifs du côté du FC Metz, c'est en pointe bien sûr Opa Nguet. Sur les côtés, le côté gauche nous avons Yad, le côté droit Lamine Gaye qui encore une fois enchaîne une titularisation, et Farid Boulaya en numéro 10, et donc 4 éléments offensifs pour essayer de peser sur notamment la défense de Dijon. Mais il se trouve que, et on va en parler après, que ça reste un peu, je dirais, une sorte d'innovation. Et quelque chose d'assez nouveau, parce que comme Angban, Pajot ne sont pas là, Maïga est certes présent, mais on doit mettre Fofana. Et le problème de Fofana, c'est très très simple, c'est que Fofana n'est pas un milieu créateur. Alors attention, parce que je sais que certains vont dire, mais attendez, mais pourquoi tu me parles de milieu créateur, Socket ? Il faut comprendre que Fofana est un pur milieu défensif récupérateur. C'est pas un milieu défensif comme l'est par exemple Vincent Pajot sur le match. Le match par exemple, je m'en souviens bien, le match de Lorient. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme match on peut avoir en tête évidemment le match contre Angers. Forcément que c'est pas la même dose. La même dose de milieu de terrain, et donc Fofana contribue beaucoup moins au jeu offensif qu'un Vincent Pajot par exemple, ou alors même qu'un Habib Maïga. Et donc on se retrouve dans une situation avec Fofana et Maïga qui sont
censés être sur la même ligne. Vous irez voir notamment sur les positions moyennes qu'en réalité Fofana a plus été un milieu axial sur ce match-là et Maïga plus un milieu excentré, on va dire pas excentré droit, mais voilà, entre l'axe et le côté droit, il se situe un peu entre les deux. Et donc le côté gauche, effectivement, il n'y a pas vraiment de milieu gauche, on va dire, de milieu central gauche. Hein. On est vraiment sur un Fofana qui reste en moyenne très souvent dans l'axe du terrain. Mais effectivement, c'est très surprenant de se dire, ok, contre Lorient, on a respecté entre guillemets l'adversaire d'en face, on a mis un système en 4-3-3, bien que Lorient est en difficulté quand même à ce moment-là. On les a respectés, on est resté sur notre façon de jouer qui avait plutôt bien marché depuis le match contre Reims, on reste en 4-3-3, et là contre Dijon, on décide de passer à un nouveau système avec 4 éléments offensifs, et donc une innovation. Petite information quand même, ce système a 2 milieux de terrain et 4 éléments offensifs, à ma connaissance, on l'a jamais vu cette saison en Ligue 1, donc c'était une première, et on a peut-être dû l'avoir une fois en préparation. Alors l'adversaire, je pense que c'était Serein. Je crois d'ailleurs que c'était Serein en préparation où on avait fait ce système à 2 milieux de terrain. Mais en fait, il n'y a jamais eu de vraie préparation d'un système à 2 milieux de terrain. Et c'est là où justement on se dit que bon, ça allait être surprenant. Moi en avant-match, quand j'ai vu ce système-là, je me suis dit mais pourquoi renier ce système? Et surtout c'est que c'est un peu... J'ai vraiment le sentiment d'un manque de respect vis-à-vis de Dijon en disant regardez, vous êtes tellement peu menaçant offensivement que l'on va vous mettre 4 éléments offensifs face à vous parce que de toute façon on craint rien de vous offensivement. Quand vous regardez la suite du match, on aurait mieux fait de rester sur notre philosophie de jeu, et donc forcément que il y a des enseignements à tirer, on va en parler après justement. Notamment tout ce résumé sur les principales actions de cette rencontre. Justement, passons aux actions si vous voulez bien, les faits importants de ce match. Et là c'est assez intéressant parce qu'on s'est habitué depuis quelques matchs à ce que Metz commence bien ses rencontres. On était resté sur le match de Nîmes, on avait bien entamé le match en ouvrant le score, et donc on se dit peut-être que Metz en a fini un peu avec ses débuts de match ratés. Et effectivement, quand on voit notamment dès le début du match, 7ème minute de jeu, penalty provoqué par un joueur de Dijon sur Farid Boulaya, Opa Nguet s'en charge, Opa Nguet qui... Je pense qu'il fait le bon choix en choisissant le côté qu'il choisit, c'est-à-dire qu'il décide de tirer à la gauche du gardien, sachant qu'il est droitier. Pour info, alors faudrait qu'on vérifie les stats, mais moi j'ai l'impression que la plupart du temps, les gardiens s'attendent à ce qu'un droitier tire sur leur côté droit. Donc le droitier tire à gauche, hein, vous avez compris. Si le tireur tire à gauche, c'est-à-dire qu'il tire sur la droite du gardien. Et Opa Nguet décide effectivement de tirer plutôt sur la gauche du gardien, donc sur sa droite à lui. Et en fait, le gardien de Dijon, dont c'était la première, hein, puisque justement il avait été, il avait remplacé notamment Alakbé, qui avait plutôt fait de mauvaises performances depuis les matchs précédents. C'était donc Anthony Raciopi qui était dans les buts, et Raciopi anticipe du bon côté, il plonge du bon côté, et finalement réussit à détourner cette frappe de Opa Nguet. Et donc là, on pensait bien commencer, finalement on commence pas bien parce que 6 minutes plus tard, long ballon joué depuis notamment la défense milieu de terrain de Dijon, long ballon joué qui part dans le dos de la défense du FC Metz. Fabien Santonze tente de couper la course du joueur qui est visé par ce ballon long. À noter qu'il coupe sur le côté gauche du FC Metz parce que Thomas Delaine est en fait, comme vous pourrez le voir sur les ralentis, mais il est touché, donc il est au sol et donc il n'a pas pu suivre l'action provoquée par Dijon. Et finalement, Santonze tente de ralentir l'action lancée par Dijon, et malheureusement, je pense que le repli défensif de Metz est un peu tard. C'est le problème aussi quand vous avez que 2 milieux de terrain, hein, c'est-à-dire que le repli défensif est beaucoup moins important que si vous avez aussi 3 milieux de terrain. Et donc malheureusement, la passe dans la surface est très très bonne pour Baldé, pardon. Et donc Baldé qui, justement, j'avais dit en avant-match,
sur Twitter était un joueur à surveiller. Ah bah il n'a pas déçu, hein, puisqu'il a permis à Dijon d'ouvrir le score dès la 13e minute de jeu. Et là, on se dit, quand on voit le penalty arrêté, 6 minutes plus tard, le but encaissé, marqué par Baldé, on se dit, ouh là là, le match piège, c'est parti, on est en plein dedans. Et patatras, il se passe un truc qui s'était passé contre Lorient au final. C'est-à-dire que Lorient, par exemple, si vous en souvenez bien, la match qui était encore une fois à domicile, hein, pour le FC Metz, Lorient marque contre le cours du jeu, ou contre les événements du cours du jeu, et derrière on avait réussi à revenir. Et c'est ce qui va se passer 8 minutes plus tard, avec justement une très bonne action qui est lancée sur le côté droit. On réussit à trouver Fabien Santon, qui lui est un peu plus intérieur en fait quand il récupère la balle, prend de vitesse son vis-à-vis, envoie la balle un peu en profondeur sur le côté droit, là où se trouve Lamine Gueye, et Lamine Gueye nous fait un caviar de passe à l'entrée de la surface pour monsieur Yad qui met donc son premier but de la saison, et tout ça 8 minutes après l'ouverture du score de Dijon. Et donc là on se dit c'est bon, mentalement Metz va, grâce à cette action-là, va peut-être justement mettre un peu, je dirais, le gros doute du côté de Dijon, parce que se faire venir comme ça fait effectivement très très mal, qu'en plus, vous pensez avoir fait le plus dur, entre guillemets, en marquant à l'extérieur à ce moment-là. Et donc Dijon, malheureusement, on se disait qu'ils allaient peut-être être un peu dans le mal au vu de cette égalisation. Ce qu'on voit dans les minutes plus tard, notamment sur la première mi-temps, c'est qu'en fait, ils ont beaucoup plus d'opportunités en apparence que le FC Metz, hein. Notamment juste après le but, hein. C'est vrai que je crois que c'était souligné par le commentateur de Téléfoot qui avait dit que normalement c'est assez crucial durant les 5 premières minutes après un but marqué, il faut être dedans. Et ce qui se passe, c'est que Dijon est revenu, au lieu d'être un peu à plat, est revenu directement dans le match en essayant de porter le danger, et à tel point que 31e minute de jeu, donc on est 10 minutes après le but marqué par Yad, hein, penalty, où on sent un peu la frustration de la défense messine qui essaie justement de stopper les attaques un peu cassantes des joueurs de Dijon, parce que Dijon joue très directement en cassant la ligne, et comme vous avez 4 éléments offensifs devant, une passe qui casse, qui est bien placée, ça peut facilement éliminer 4 joueurs. Ils réussissent à casser les lignes, à mettre un peu le bazar entre guillemets dans la défense du FC Metz, et on sent que le tacle de Braun sur son vis-à-vis, on sent qu'il est presque un tacle de frustration. D'ailleurs on voit qu'il fait un geste en l'air quand il fait ce tacle là, et donc penalty provoqué par Dijon, et qui d'ailleurs a une opportunité pour mener 2-1, et heureusement le penalty tiré par Chouillard est arrêté par Alexandre Oukidja, qui plonge du bon côté, hein, le côté droit si je me trompe pas. Et donc forcément là on se dit qu'on a eu chaud, quoi. Vraiment qu'on a eu chaud. Ça confirme que le match va être très ouvert. Et finalement jusqu'à la fin de la première mi-temps, on a quelques opportunités qui sont on va dire bloquées par l'adversaire. Il y a, je crois, Dijon qui a 2-3 opportunités où eux aussi peuvent faire quelque chose, notamment une très très grosse opportunité de Baldé qui intervient juste après, si je ne me trompe pas, le penalty concédé, où vraiment on sent que la défense de Metz, elle y est pas sur ce match, et surtout sur cette première mi-temps, et on sent un peu un milieu de terrain qui est un peu absorbé par ce jeu très direct de Dijon. En deuxième mi-temps, on se dit que on verra bien ce que ça va donner, mais est-ce qu'il va y avoir un changement de tactique? Est-ce que, par exemple, voyant que ce milieu de terrain se fait un peu, je dirais, bousculer, et qu'il est très sollicité, peut-être même trop sollicité, et que ça sollicite aussi énormément les défenseurs qui doivent beaucoup combler des espaces laissés par les milieux qui, eux, doivent beaucoup bouger, est-ce que ça va faire rentrer un joueur? Finalement, il n'y a pas de joueur qui rentre à ce moment-là du côté de Metz, notamment pour la deuxième mi-temps, et c'est vrai que les premiers changements auxquels on va assister, ça sera vers la 60e minute de jeu, où là on décide de faire rentrer que des éléments offensifs pour des éléments offensifs, hein. Il n'y a pas cette idée de se dire ok, le milieu de terrain, on sent qu'il y a un déséquilibre, on va faire rentrer un Chipembe par exemple pour essayer de rééquilibrer la chose. Non,
on décide de faire quasiment du poste pour poste. On fait rentrer Wagner Diaz pour Yad. On fait rentrer Iseka pour remplacer Nget. Et on se dit, est-ce que ça va redonner du peps? Malheureusement, même après ces changements-là, ça ne règle pas le problème observé en première mi-temps. Le problème, il est qu'il y a un déséquilibre qui apparaît, semble-t-il, dans ce match, et que très rapidement, quand Dijon arrive à se projeter vers l'avant, on est menacé. Et quand vous regardez les actions qui sont notamment surlignées en jaune, quand vous aurez le récapitulatif de toutes les actions, on voit que les changements sont faits justement, les changements offensifs sont faits à la suite de 3 actions de Dijon. D'ailleurs, il y a la Metz qui porte le danger pendant à peu près 7-8 minutes sur le but de Dijon, mais d'ailleurs on repart sur des actions dangereuses pour Dijon à partir de la 70e, notamment impulsé par la rentrée de Konaté qui va faire quand même beaucoup de mal en deuxième mi-temps au FC Metz. Et la fin de match en fait est très très compliquée pour le FC Metz parce que Dijon a pas mal d'occasions, ponctuées de possibilités de penalty, aussi bien pour Dijon que pour Metz, parce que Metz aurait pu avoir aussi 2 opportunités de penalty, mais Dijon aurait pu aussi en avoir, si on compte un peu toutes les mains de chaque côté. Bon, au final, il n'y a eu que 2 penalty durant ce match, mais c'est vrai que la fin de match elle est quand même côté dijonnaise, et donc forcément on termine la rencontre en tenant ce score du 1 partout, mais avec un goût un peu amer, en se disant qu'on a peut-être raté notre match et qu'à domicile on aurait pu espérer mieux. Surtout quand on voit cette fin de mi-temps, fin de deuxième mi-temps qui montre justement que Dijon n'était pas un adversaire entre guillemets à sous-estimer et qui offensivement pouvait être menaçant et qu'il fallait juste un peu le respecter. Malheureusement, je pense qu'on n'a pas trop été dans ce sens-là. On va en parler notamment dans les enseignements collectifs, bien sûr, durant ce débrief. C'est vrai que, voilà, beaucoup de faits qui auraient pu peut-être pencher la balance, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce match aura été très très ouvert entre les deux équipes et que le résultat, semble-t-il, est plutôt, on va dire, mérité pour les deux équipes. Un match très ouvert, c'était, je pense, plaisant à regarder pour les gens qui ont vu le match et qui ne sont pas supporters des deux équipes. Pour les supporters des deux équipes, là, c'est autre chose. C'est vrai que le match aurait été un peu, producteur de transpiration, parce que là, c'était absolument pas évident, surtout pour les supporters du FC Metz, à la fin de la deuxième mi-temps. Passons maintenant aux enseignements de ce match. Tout d'abord, enseignement collectif, je vais essayer un peu de découper ce qui était négatif et ce qui est positif, pareil pour les enseignements individuels. Si on commence par les enseignements collectifs, alors il y a forcément beaucoup de négatifs par rapport au positif. Je vais commencer par le positif parce que ça va être très rapide. Première chose qui se voit quand même, c'est que, et je l'ai un peu dit durant les faits importants du match, mais encore une fois, quand Metz s'est mené au score, Metz ne lâche pas. Je veux dire, quand vous encaissez un but, surtout après avoir raté un penalty, où ça fait quand même mal d'avoir les événements dans ce sens-là, vous prenez un but à la 13e, vous revenez à la 21e. Encore une fois, ça montre une très très grosse force mentale, parce que c'est pas évident. Je veux dire, contre Angers, ça a été le cas, où on se fait ouvrir le score et c'est pas évident de revenir, et pourtant on y arrive et très rapidement. C'était le cas contre Lorient. On préférait bien sûr faire comme face à Nîmes, être les premiers à ouvrir le score et tenir le score. C'est bien aussi d'avoir du répondant. Et on a eu du répondant vis-à-vis de l'ouverture du score de Dijon. Donc ça, c'est un point que je dirais assez positif à retenir pour le FC Metz. Collectivement, c'est un peu, j'ai l'impression, le seul point positif que j'ai envie de retenir de ce match. Parce que pour le reste, on va passer au négatif, mais il y a quand même pas mal de choses à retenir. D'abord, je crois qu'on n'est pas prêt de revoir un système avec 2 milieux de terrain. C'est-à-dire que je sais que beaucoup de personnes étaient un peu en mode oui, mais regardez la liste des attaquants que nous avons. On a Nget, donc j'excuse ceux qui sont blessés, mais on a Nget, on a Iseka, on a Wagner, on a Boulaya, on a Gay, on a Yad. On peut faire vraiment une armada offensive incroyable. Et on s'est surtout dit ça parce que, encore une fois, on voit Dijon en face en avant-match, on voit leur situation,
et en fait on ne les respecte pas. Comme on a respecté Lorient en se disant on va mettre une équipe équilibrée, contre Dijon on a dit bah en fait on va pas les respecter, on va mettre 4 éléments offensifs et ils vont prendre cher. Bah non, en fait ça marche pas comme ça. Pourquoi renier ces principes de jeu? Quel est le... Et c'est là où je comprends pas, c'est qu'en plus, pour un système qui a été, à ma connaissance, si je me trompe pas, utilisé qu'une seule fois, c'était en préparation contre Serein, même le match de la semaine dernière contre Nîmes, si vous regardez bien dans les positionnements moyens, on est plus vraiment sur un système en 4-3-3 parce qu'il y a 3 milieux de terrain en fait, qui restent dans leur zone du milieu de terrain. C'était notamment Chipembe, Maïga et Victorien Angban, ça restait à sa place en fait. Et donc ça apportait un équilibre au milieu de terrain. Là, on a senti le déséquilibre où vous pourrez très bien voir sur les positions moyennes, on voit qu'il y a un trou au milieu de terrain. Entre, il y a 2 milieux de terrain, il y a un trou et il y a les éléments offensifs. Déséquilibre et c'est contre totalement le principe que l'on développe depuis notamment la saison dernière et que l'on a développé depuis le début de saison et surtout que l'on voyait depuis le match remporté contre Reims. Et donc, parce que on a voulu mettre une claque à Dijon, on ne s'est pas respecté, on n'a pas respecté nos principes, et donc forcément, on ne sait pas si cet échec de l'utilisation du 4-2-3-1 va faire qu'on ne va plus voir ce système ou pas. Moi, de mon avis, j'ai plus trop envie de voir ce système-là, je vous l'avoue, parce que même si on a beaucoup d'éléments offensifs sur le banc, il faut garder un équilibre. Je veux dire, si tu as trop d'éléments offensifs, c'est ton problème. C'est pas. Il faut à un moment donné. Je veux bien que l'on veut mettre sur un terrain Boulaya, Wagner, Gay et N'Guet parce que N'Guet est un des joueurs les plus importants de l'effectif, un des plus anciens qui a le plus d'expérience au FC Metz, je rappelle quand même, hein, parmi tous les joueurs qui sont sur le terrain. On a Wagner Diaz que l'on a dépensé, on a dépensé un peu d'argent pour lui, je veux bien. Farid Boulaya qui est indiscutable depuis le début de saison. Lamine Gay qui depuis le match contre Angers continue de montrer qu'effectivement lui est présent. Donc je veux bien qu'il faut mettre tout le monde, mais à un moment donné il faut aussi avoir une logique dans l'équilibre du jeu. Et là on l'avait pas vu. On l'a pas vu et le système pour moi joue un rôle très important dans ce déséquilibre et donc peut-être que c'est la fin de ce système. Encore une fois, je ne suis pas devin, mais c'est vrai que c'est pas vraiment de bonne augure pour le retour d'un 4-2-3-1, surtout que beaucoup de gens se voulaient les partisans d'un tel système. Je pense que en l'état avec les joueurs présents sur le terrain, on ne leur verra plus. Maintenant, est-ce qu'avec les retours peut-être d'un Endoram durant le mois de décembre, janvier, ou alors le retour des blessés suspendus, je pense bien sûr à Pajot et à Angban, est-ce que ça va réautoriser ce système-là? En tout cas, avec Fofana et Maïga au milieu de terrain, c'est terminé, on ne veut plus voir ce système en 4-2-3-1. Offensivement, et justement, offensivement, ça a été un vrai échec sur ce match. Parce que comme on a voulu jouer ultra offensif avec 4 éléments offensifs, au final, ça n'a apporté que un seul but. Ça n'a apporté qu'un seul but, ces éléments offensifs. 2 buts, si le penalty est peut-être marqué par Opengate, je suis d'accord, mais ça n'a apporté qu'un seul but. 4 éléments offensifs pour un seul but. Le risque pris n'a pas été si rentable que ça. Et ça n'a pas été autant rentable que les rentrées en jeu du côté du FC Metz ont été des éléments offensifs. Je rappelle que du côté du FC Metz, si vous voulez voir un peu notamment les joueurs qui sont rentrés en jeu, hein. Les joueurs qui sont rentrés en jeu du côté du FC Metz, ça a été donc Wagner Diaz, Iseka, Thierry Ambrose. 3 éléments offensifs sont rentrés en jeu durant ce match, 3 attaquants, d'accord, pour l'apport que ça a eu, et notamment les 3 rentrées ont eu lieu en deuxième mi-temps, pour un apport nul, 0 buts ont été marqués, et le danger, je suis désolé, quand vous regardez la liste de toutes les actions durant la deuxième mi-temps, je veux dire, Dijon a quelque chose comme quoi, ils ont à peu près 9 actions de but en deuxième mi-temps, Metz en a quelque chose comme 8. On fait autant que Dijon, avec pourtant beaucoup de turnover sur les éléments offensifs. Et donc clairement, les éléments offensifs qui n'auront pas été vraiment très très efficaces, notamment sur la deuxième mi-temps. Après, c'est vrai que, comme je l'ai dit, l'absence de Pajot et Angban joue peut-être un rôle important. Maintenant, il y avait quand même un élément sur le milieu de terrain qui aurait pu rentrer, qui aurait pu peut-être inverser la tendance, c'était Chipembe.
et ne pas avoir vu Chipembe, je pense que c'est un peu une petite erreur quand même de Frédéric Antonetti, parce que Chipembe aurait permis en deuxième mi-temps d'apporter un équilibre qu'on n'a pas trouvé durant tout le match. Et c'est vrai que moi je suis toujours un peu, depuis notamment ses récentes performances, je suis un peu pour l'instant dubitatif sur le vrai niveau de Chipembe, parce qu'il n'est pas encore pour moi au niveau attendu pour un élément milieu de terrain un peu offensif, hein, parce que c'est un peu ça qu'il est dans un milieu à 3, on le voyait souvent comme un milieu de terrain assez... Enfin, on veut le voir comme un milieu de terrain un peu offensif dans un système à 3 milieux de terrain. Pour l'instant, on l'a pas encore à ce niveau-là. Ça commence à venir notamment sur le match contre Nîmes, on a vu quelque chose notamment en première mi-temps. Et donc forcément, peut-être que son entrée en jeu aurait pu apporter plus d'équilibre et peut-être permis de moins concéder d'action en deuxième mi-temps, et c'est là où l'apport des rentrants aurait pu peut-être être beaucoup plus impactant dans le jeu pour permettre à Metz de remporter plus qu'un point sur ce match contre Dijon. Chose aussi à dire, c'est la défense. Le système en 4-2-3-1, avec la présence de Thomas Delaine, très important, faisait que, je dis qu'il y a 4 éléments offensifs, en réalité on a plutôt 5, parce que quand vous voyez comment Thomas Delaine monte énormément, ça fait que très souvent la défense, et je pense à John Boy en particulier, parce que John Boy du côté de Thomas Delaine doit couvrir énormément d'espace. Les milieux de terrain, j'en parle pas. Il n'y a que 2 milieux de terrain, il n'y en a pas 3, donc là, les 2 milieux de terrain à dimension défensive, ils ont énormément de surface à couvrir, et malheureusement, comme le système est pas trop travaillé, parce qu'il n'a pas été travaillé cette saison en match officiel, hein, encore une fois, on a senti que les milieux de terrain voulaient des fois beaucoup presser, en laissant des trous des fois exploités par Dijon sur des passes qui arrivent à destination au milieu de terrain, ce qui obligeait derrière les défenseurs à sortir, et on sent que la sérénité défensive des joueurs du FC Metz que l'on observait sur les matchs précédents, c'est-à-dire une défense bien en place, pas forcément très très basse, mais qui était bien en place, qui faisait juste les sorties nécessaires, mais sans trop exagérer, on a clairement sorti vraiment une défense mise à mal, et notamment sur le côté gauche, parce que Thomas Delaine étant très très haut, ce qui pour moi est un vrai problème dans son style de jeu, fait que le jeu peut être très vite déséquilibré sur un côté, et quand vous voyez que par exemple le but vient du côté de Thomas Delaine, alors qu'il était certes blessé sur l'action, mais même beaucoup d'actions sur ce match viennent du côté de Thomas Delaine, et c'est pas forcément, je dirais, encourageant pour un Thomas Delaine. On va en parler après dans les performances individuelles, mais un vrai déséquilibre qui a même affecté, je dirais, négativement la défense sur ce match. Et quand vous voyez justement la frustration de Dylan Brown sur le tacle qu'il fait sur le joueur de Dijon lors du penalty provoqué à la 31e minute de jeu, ça traduit bien, je dirais, la frustration globale de la défense, quoi, qui aura été mise à mal par une équipe de Dijon qui, pour information, avant ce match contre le FC Metz, avait marqué, si je ne me trompe pas, 4 buts. Pire attaque de Ligue 1, hein, je rappelle. C'est-à-dire que Metz, la défense était un peu mise à mal quand même par la pire attaque de Ligue 1, avec 4 buts. Donc, pas assez bonne, effectivement, performance de nos joueurs, de nos défenseurs. Voilà. Passons, si vous voulez bien, maintenant aux enseignements un peu individuels. Le positif, il y en a beaucoup plus que le négatif quand même. Tout d'abord, Yad qui est buteur. Je pense que c'est une très très bonne chose pour Yad, hein, parce que lancer sa saison, il avait déjà un peu lancé sa saison sur la passe décisive qu'il avait adressée à Nian contre Reims, et là il marque, donc c'est une très très bonne chose pour lui. Surtout Lamine Gueye, encore décisive. Je pense que là c'est parti pour qu'il reste, hein. Alors malheureusement au détriment des autres joueurs, parce que un Lamine Gueye qui est bon comme il est, avec le retour du 4-3-3, parce qu'on n'est pas prêt de revoir le 4-2-3-1 avant un bail, ça fait que forcément si on revient au système hybride, les sacrifiés risquent d'être à un moment donné un Wagner Diaz, ou alors un Yad, ou encore pire un Thierry Ambrose. Et donc forcément la bonne passe de Lamine Gueye va affecter la situation de beaucoup de joueurs. Et surtout, on avait dit notamment que Gueye avait un peu déçu lors du match contre Lorient, et que c'était à domicile, et qu'on disait que c'est un peu dommage quand même qu'à domicile, voilà. Là il est à domicile, et
Et voilà, le monsieur, il est présent et il est décisif. Autre joueur à signaler, monsieur Farid Boulaya. Monsieur Farid Boulaya, grosse activité dans le jeu du FC Metz, offensivement et je dirais même dans l'organisation du jeu. Beaucoup de risques pris, mais qui ont été assez payants hein, au niveau du jeu de dribble qui a été très très bon. C'est le joueur de champ qui était le plus ciblé par les passes, hors les défenseurs. Quand j'ai hors défenseur, je crois que c'est Fabien Santon qui doit être peut-être le joueur qui est le plus ciblé, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est un élément défensif, mais Boulaya évidemment est un joueur qui est très très cherché par les autres joueurs de l'équipe, et donc c'est un vrai métronome. Ça lui est arrivé même durant le match des fois de redescendre bas pour essayer même de temporiser le jeu. Grosse activité dans ce match, d'ailleurs il a même provoqué un penalty. Dommage que le penalty n'aurait pas été transformé, mais ça prouve bien qu'il aura été assez important dans ce match. Et évidemment, on en parlera après en détail dans les top et flop, hein, mais Monsieur Oukidja qui aura été extraordinaire durant ce match. Je ne vais pas dire plus de choses parce que honnêtement, évidemment il confirme sa très bonne forme du moment, et de le voir impérial dans un match où la défense a été un peu à la rue, un peu je dis, c'est plutôt bien d'avoir une telle performance dans l'équipe. Au niveau négatif pour les performances individuelles, N'Guet, match assez moyen. Je crois que N'Guet ne tire pas une seule fois durant le match, sauf le penalty, mais il rate le penalty, donc c'est encore pire, et donc ça affecte sa performance. Performance de la rencontre hein, qui est très moyenne. N'Guet qui a été remplacé à la 60e minute de jeu hein, par ICK. C'est un peu dommage d'avoir Monsieur N'Guet sur ce... Alors, il aura fait encore quelques fulgurances d'accélération, de grands ponts durant ce match. Hein. Bien sûr, je ne l'oublie pas. Mais il aura pesé quand même pas assez fortement face à une équipe de Dijon qui normalement aurait été prenable sur le papier en avant-match. Monsieur Fofana, j'ai hésité à le mettre dans les négatifs parce que il aura quand même été important, je veux dire, dans le jeu de récupération. Je veux dire, c'est Fofana. Fofana est un très très bon récupérateur. C'est un des meilleurs récupérateurs la saison dernière en Ligue 1. Hein. Les chiffres le montrent. Le problème, c'est que Fofana n'a rien à faire dans un match comme celui-là. C'est-à-dire que si vous mettez un alignement tactique pour créer du jeu, pour faire le jeu, Fofana n'a rien à faire dans ce milieu-là. Parce qu'il ne peut pas contribuer offensivement au jeu, Fofana. Il va beaucoup faire des passes qui sont des passes latérales. Il va avoir beaucoup de mal à amener le ballon vers l'avant. Et donc, offensivement, Fofana n'est pas d'un grand apport dans le match. Défensivement, oui, mais offensivement, non. Malheureusement, le FC Metz voulait gagner le match. Il voulait pas tenir le score. Donc forcément que la présence de Fofana est assez compliquée, d'autant que j'aimerais un peu, si je gratte un petit peu la terre, je dirais qu'il a une petite responsabilité sur le but encaissé de Baldé parce qu'il est en vis-à-vis de Baldé et Baldé passe dans son dos et Baldé réceptionne la passe à terre venant côté gauche du FC Metz et Fofana le laisse un peu partir. Si je gratte la terre, je dirais qu'il a joué un rôle dans le but marqué par Dijon. Mais, encore une fois, je pense que l'échec du FC Metz défensivement aura été plutôt collectif qu'individuel. Mais si je veux gratter un peu, je trouve cela. Évidemment, un autre défenseur dont il faut parler, c'est Monsieur Thomas Delaine, qui pour moi est le joueur qui a peut-être le plus perdu dans ce match, parce que Thomas Delaine, tout simplement, il avait quand même une opportunité assez forte, hein, avec Mathieu Hudol qui lui est suspendu. Je rappelle pour ce match contre Dijon et qui sera de retour le prochain match contre Nantes. Mais c'est vrai que Thomas Delaine doit normalement jouer contre Nantes le prochain match puisqu'il doit remplacer Fabien Santon sur le côté droit. Honnêtement, ce match contre Dijon n'aura pas été simple pour Toto Delaine. Hein. Il n'aura pas été simple parce que c'est un joueur qui doit peser offensivement pour compenser ses lacunes défensives. Et malheureusement, il n'aura pas pesé assez offensivement durant ce match. Et donc défensivement, les lacunes se sont encore vues. Et donc, encore une fois, une performance assez compliquée pour Toto Delaine, en espérant qu'il se rattrape bien sûr lors du prochain match contre Nantes en tant que latéral droit cette fois-ci, non pas latéral gauche. Passons au top et flop si vous voulez bien. Le top, évidemment, je l'ai déjà un peu dit dans les performances individuelles, mais Monsieur Oukidja, qui, bon voilà quoi, nous sauve un peu les miches
dans des moments assez compliqués. Hein. Déjà, il arrête un penalty. Je veux dire, champagne, hein, le mec arrête un penalty alors que alors qu'on vient de revenir dans le match et qu'on espérait repartir de l'avant pour essayer peut-être de marquer un deuxième but. Et là, penalty qui est un peu sifflé voilà, contre le cours du jeu. Et donc forcément, lui il répond présent. Et quand on voit le reste du match, le Coco il a répondu présent. Alors il y a quelques petites frayeurs. Hein, voilà, il y a un poteau qui le sauve en deuxième mi-temps quand même, hein, il faut le dire. Hein. Mais il aura fait vraiment son match. Et j'aimerais signaler une chose qui me rend encore plus fier de le mettre en top. C'est que il a fait son meilleur match sur ses pourcentages de passes. C'est-à-dire que vous pourrez comparer tous ces pourcentages de passes réussies depuis le début de saison. En fait, ça a été son meilleur match en pourcentage de passes. Et pourquoi est-ce qu'il a été meilleur aussi? C'est parce qu'il a arrêté de jouer long à outrance. Il a joué beaucoup plus court. Et bizarrement, entre guillemets, ces jeux longs en moins grande quantité ont été plus précis. Ce qui fait que globalement, en fait, il n'a pas eu trop de déchets dans son jeu de passe. Il en a toujours une ou deux. Mais au global, quand vous regardez sur l'ensemble du match, en fait, il a fait sa meilleure performance de jeu de passe depuis le début de saison. Donc ça me fait encore plus plaisir de le mettre top, évidemment, dans ce match contre Dijon. Dans les flops, j'ai hésité. J'ai hésité entre Toto Delaine et Opa N'Guette. Parce que N'Guette était quand même aurait dû être beaucoup plus présent offensivement durant ce match. Sa sortie à la 60e montre un peu quand même que voilà, il a pas vraiment réussi son match. Il y a le penalty raté qui joue quand même malheureusement sa défaveur. J'aurais pu mettre aussi Thomas Delaine parce que Thomas Delaine, comme je l'ai dit, avait beaucoup à jouer sur ce match et malheureusement il n'a pas su saisir, je dirais, offensivement son opportunité sur ce match, alors qu'on sait que défensivement il a plus de difficultés. Et donc j'ai peur qu'il commence à griller trop de cartes, monsieur Thomas Delaine. Et donc forcément, si je dois faire un choix, j'hésite entre N'Guette et Delaine, et je vais dire Delaine pour ce match. Parce que j'ai vraiment senti que là, Thomas Delaine a eu vraiment du mal sur ce match. Alors que c'est un très gros risque de le mettre quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que il crée un déséquilibre au vu de son jeu de latéral défensif. Et donc malheureusement c'est une performance un peu négative pour lui. J'espère ne pas le mettre en flop pour le prochain match contre Nantes. Hein. Je pense qu'il a intérêt quand même à élever un peu son niveau, à faire plus attention défensivement. J'aurais pu mettre aussi en flop, mais c'est pas un joueur, c'est Antonetti, parce que je pensais pas qu'il renierait comme ça sa philosophie de jeu en mettant un 4-2-3-1 face à une équipe de Dijon, parce que Dijon est une équipe faible sur le papier, et donc on va mettre 4 offensifs parce que c'est une équipe faible. Et parce qu'elle a mis 4 buts depuis le début de saison. Donc là, donc forcément qu'on voyait ça, j'ai envie qu'Antonetti redevienne un peu plus les pieds sur terre, quoi. Comme face à Lorient. Voilà, c'était Lorient en face, c'était une équipe qui était abordable, mais on les respecte 4-3-3, bien en place, équilibré, et voilà. Nîmes c'était pareil, c'est une équipe compliquée dans sa situation, 4-3-3 bien en place, voilà. Mais donc attention monsieur Antonetti, attention. Passons maintenant au classement et ainsi à ceux qui attendent le FC Metz. Hein. Donc tout d'abord le classement du FC Metz, le FC Metz avec notamment les autres résultats est 10e de ce championnat de Ligue 1 Uber Eats avec un total de 15 points. Différence de but de plus 3, donc on est toujours au bon niveau, avec donc un 7ème match d'invincibilité, donc une très très bonne série. Il n'y a que je crois Paris qui fait plus que nous en termes de série d'invincibilité. Donc on est toujours dans la première partie de tableau, ce qui est une très très bonne chose. Hein. Et on espère bien sûr que le match suivant va continuer à garder cette série d'invincibilité, parce que qu'est-ce qui attend le FC Metz pour le prochain match? C'est un match très très compliqué contre une équipe de Nantes. Parce que Nantes, situation actuellement de Nantes, Nantes est deuxième partie de tableau, ils sont 14e. C'est une équipe qui, on peut dire, c'est pas simple de lui mettre des buts. Hein, ça va être parce que c'est une équipe qui joue beaucoup défensivement. En même temps, quand on a Gourcuff comme entraîneur, on veut jouer défensivement, hein, évidemment. Et donc forcément, ça va pas être simple. En plus à l'extérieur, je crois que le dernier match entre Metz et Nantes, donc Nantes et Metz,
C'était soldé par un triste 0-0. Je crois que j'avais fait un débrief dessus où j'avais mis une miniature, je crois, de Laurent Fabius qui dormait. Vous savez, Laurent Fabius, homme politique français assez connu, qui dormait durant une séance de l'Assemblée nationale, parce que le match avait été d'un ennui absolument épouvantable. Et donc, je souhaite pour tout le monde que le match ne soit pas aussi ennuyeux, mais j'ai peur que ce match soit très ennuyeux. Donc bien sûr, on en parlera plus tard, mais match pas simple pour essayer de remporter la victoire du côté de Nantes. En tout cas, on verra bien. Le match, c'est pas pour tout de suite. Il y a une petite trêve internationale qui vient nous faire une petite pause avec, je crois, 10 joueurs messins qui vont aller en sélection. À surveiller aussi leur état de forme pour la reprise du championnat contre Nantes. J'en ai fini pour le débrief, dans ce long débrief de ce match entre Metz et Dijon, donc de ce match nul un partout. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos éléments d'analyse de ce match, l'espace vous est réservé. Si vous voulez vous abonner et nous soutenir, n'hésitez pas, ça nous fait énormément plaisir. Je vous remercie d'avance à tous ceux qui vont s'abonner à notre chaîne. Portez-vous bien, faites attention, on est dans une petite période de confinement assez sympathique. Les masques, si vous sortez, heureusement, il faut les porter, pensez aux autres, et allez le FC Metz.